Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo Parlons Matos numéro 3. Aujourd'hui, je vais vous présenter le matériel électronique que j'emmène avec moi pour randonner et pour vlogger. Alors, deux, trois petites choses en préambule. La première, c'est que j'emmène beaucoup de matériel électronique. Aussi, cette vidéo risque d'être un petit peu longue. Donc, je vais la chapitrer. C'est-à-dire que si vous allez dans la description sous la vidéo, vous trouverez un sommaire avec des liens qui permettent d'aller directement voir ou revoir les parties qui présentent les produits qui vous intéressent. Deuxième préambule, je ne suis pas sponsorisé. Il n'y a pas de placement de produit. Je ne suis pas financé pour parler de mon matériel. Je ne l'ai pas précisé précédemment parce que pour moi, avec 300 abonnés, ça va de soi. Ceci étant, il y a un commentaire notamment qui m'a laissé à penser que certains supposaient que, que j'étais financé, sponsorisé ou qu'il y avait du placement de produits. Ce n'est pas le cas, donc je parle de ces produits en toute objectivité. Et puis je fais ça par plaisir, parce que ça m'amuse et puis que j'aime bien faire des vidéos, et puis le plaisir de partager, quoi. Et puis le plaisir de vos commentaires aussi. Troisième et dernier préambule, quand on parle d'électronique, d'informatique, eh bien on parle de matériel, ça va être l'objet de la vidéo que vous êtes en train de regarder, et je vais en faire une autre sur tous les aspects logiciels, donc en clair les applications qui sont installées sur mon téléphone. Puisque donc je tiens un blog sous forme vidéo, donc c'est la chaîne YouTube que vous êtes en train de regarder, qui pour l'essentiel est composée d'une vidéo quotidienne que je réalise lorsque je fais ma marche de pèlerinage de Poitiers à Rome. Je publie ces vidéos chaque soir avec un montage fait au smartphone sous ma tente. Ça suppose quelques équipements, quelques logiciels. Donc pour ce qui concerne les applications, il y a une deuxième vidéo, quand elle sera faite, je mettrai le lien direct ici pour vous montrer tout ça. Alors qui dit matériel électronique dit besoin d'électricité. J'ai pas moins de 7 appareils à recharger. Mon smartphone, bien sûr, ma caméra, mon drone, une montre connectée, ma lampe frontale, une petite lampe que je mets en suspension dans la tente, et puis, ça on peut s'en dispenser, mais j'ai une cigarette électronique. Donc ça me fait 7 appareils qui ont besoin d'être chargés, quotidiennement pour le smartphone, le drone et la caméra. Du coup, je suis équipé de 2 batteries externes, qui font 20 000 mAh chacune, milliampères-heure, et qui, toutes les deux additionnées, pèsent tout rond 700 grammes. Voilà, donc je me promène avec 700 grammes de batterie, c'est ce qu'il me faut pour pouvoir rester en autonomie 3 jours en pouvant recharger l'ensemble de mes appareils. Alors la première de ces batteries, c'est un premier prix de chez Boulanger, les essentiels de chez Boulanger, je crois. Je l'ai payé 35 €. La seconde, c'est une Nightcore NB 20000. Elle est très réputée, connue dans le milieu de la randonnée parce qu'elle est considérée comme la batterie la plus légère. Elle est très chouette, elle est en carbone, c'est un bel objet, efficace, ça fait bien le boulot, mais elle coûte 130 €. Et si je compare les poids, eh bien, mon premier prix de chez Boulanger à 35 € pèse 374 grammes, et la Nightcore pèse 326 grammes. Donc il y a 50 grammes de différence entre les deux, sur un total de 700 grammes. Si bien que, pour tout vous dire, je regrette cet achat. Je pense qu'il n'est pas raisonnable. Il y a beaucoup de monde qui en dit beaucoup de bien, à juste titre. C'est un très bon produit. Si vous avez les moyens, bah, achetez-la. Mais si vous voulez être plus raisonnable et chercher plutôt du rapport qualité-prix, ben, moi je préfère en avoir 2 comme ça. Parce que 100 € de plus pour 50 grammes d'écart, eh bien ça fait 2 € le gramme. Moi j'aime bien raisonner comme ça, en euros le gramme. 2 € le gramme, ça fait 2000 € le kilo, quoi. Ben, moi je ne paye pas 2000 € pour économiser 1 kilo. Donc bah, si c'était à refaire, je pense que je prendrais 2 batteries comme celle-ci et que j'éviterais la Nightcore. Après, je me dis que peut-être elle est quand même plus efficace que l'autre. Parce qu'il y a un vrai sujet avec les batteries et les indicateurs. C'est-à-dire que tout est mesuré en milliampères-heure. 20 000, 20 000. On pourrait se dire que c'est la même chose. Un petit peu comme si vous achetez une bouteille d'eau d'1 litre et une autre bouteille d'eau d'1 litre. Dans les deux cas, vous allez avoir 1 litre. Là, on pourrait se dire j'ai 20 000, j'ai 20 000, voilà. En réalité, moi, c'est trop technique pour moi, mais j'ai compris dans le principe quand même que c'était pas un bon indicateur. Ça dépend de tout un tas d'autres critères. Et je me dis que peut-être Nightcore, qui est quand même très réputé, a fait un produit ici qui est meilleur que celui-là, au-delà des aspects poids et purement le nombre de milliampères-heure. Voilà, bon, en tout cas, aujourd'hui j'ai ces deux-là, ça fait bien le boulot, et j'irai pas au-delà parce que déjà en poids, vous voyez, j'ai 700 grammes de batterie.
Ça me suffit, je les recharge dans les donativos, les lieux d'hébergement si je bivouaque pas, je les recharge dans les églises, et avec ça, je reste en autonomie 3 jours. Je peux recharger l'ensemble de mes appareils pendant 3 jours sans souci, quoi. Voilà pour les batteries. En ce qui concerne la lumière, l'éclairage, eh bien, en fait, j'ai 2 équipements. Le premier, c'est cette petite lampe, vraiment petite. C'est Nightcore qui me l'a envoyée en même temps que ma batterie externe. Elle est plutôt chouette, et je la suspends à l'intérieur de ma tente. Et elle éclaire toute ma tente. Il y a différents niveaux de puissance. Et ce petit outil-là, eh bien, ça pèse 11 grammes. Voilà. Et ça me dispense d'avoir ma frontale sur le front quand je suis dans la tente. Donc je trouve ça très pratique. Elle est rechargeable avec un câble USB. Très chouette. Je ne sais pas combien ça coûte, on me l'a offert. Je pense qu'ils l'ont offert aussi parce que elle se recharge avec de l'USB, le vieil USB, du mini USB. Donc ça suppose par contre que j'emmène un câble supplémentaire, ce qui grosso modo double le poids de la lampe, mais c'est comme ça. Ensuite, en frontale, eh bien, j'ai celle-ci, NL900 de chez Decat. Je l'aime bien pour plusieurs raisons. La première, elle est puissante, elle fait 600 lumens. Et comme j'aime bien bivouaquer l'hiver, novembre, décembre, février, tout ça, les nuits sont courtes. On peut se retrouver à marcher de nuit, ou même sur le bivouac. J'apprécie et je trouve ça sécurisant d'avoir une lampe puissante, sachant que naturellement, elle a différents modes. Hein. Vous avez le mode lampe rouge, ce qui permet de rester discret. Ça aussi, c'est important sur le bivouac. Puis après, vous avez différents niveaux, et sur le niveau vraiment le plus élevé, pour l'avoir testé cet hiver, ouais, ça éclaire bien loin. Un autre point qui est appréciable, c'est que en ce qui concerne l'autonomie, il y a la possibilité de l'alimenter avec des piles ou avec une batterie. Avant, j'avais une frontale que à piles. Et j'aime pas ça parce qu'on ne sait pas si les piles elles sont sur le point de vous abandonner ou pas. Alors que la batterie, on la recharge et puis on sait qu'on est bon, quoi. Si bien que ça, je trouve ça plutôt chouette. On peut aller amovible. Et là aussi, je trouve ça bien parce que j'ai l'habitude de l'enlever dans la mesure où, parfois, comme on compresse un peu dans les sacs, les affaires, eh bien, on peut se retrouver à ce que vous tassez un peu vos affaires dans le sac et boum, en fait, ça allume la lampe et elle se vide. Et vous arrivez le soir, vous avez une lampe vide, quoi. Là, en enlevant la batterie, ce que j'ai l'habitude de faire, je sais qu'elle ne va pas se décharger. Voilà, donc voilà ma frontale, quoi. Le matériel électronique le plus important, c'est naturellement le smartphone. Il est vraiment le centre de gravité de tout ça. Si je devais prendre qu'un appareil, ce serait évidemment mon smartphone. Donc je suis équipé d'un Galaxy A55. Samsung Galaxy A55, j'en suis très content, ça fait plusieurs mois que je l'ai maintenant. Précédemment, j'avais un Samsung Galaxy A13. Le A55, il est réputé pour être d'un bon rapport qualité-prix. On n'est pas sur du haut de gamme, on est sur le haut du moyen de gamme. J'en suis satisfait de par son autonomie, la qualité des photos, la stabilisation de la vidéo, tout ça est très correct. Il y a des téléphones qui font mieux, mais le rapport qualité-prix est vraiment intéressant, et ce à quoi j'ai été attentif, c'est l'autonomie. Et de ce point de vue, ça va, il assure bien, je trouve. Je n'irai pas plus loin dans la présentation du smartphone aujourd'hui, parce que là où il est intéressant, c'est en fait pas tellement le modèle, mais les applications. J'ai regardé, j'utilise pas moins de 16 applications quand je suis en randonnée. Et donc ça fait l'objet d'une vidéo spécifique que je vais publier là dans les heures ou dans les jours qui viennent. Donc je vous invite à vous tourner plutôt sur cette vidéo pour tout ce qui concerne le smartphone et l'usage qu'on peut avoir du smartphone en randonnée quand on est un vlogueur qui publie des vidéos en live le soir même sous sa tente, quoi. Je suis également équipé d'une montre connectée. Donc il s'agit du modèle T-Rex 2 de chez Amazfit. J'en suis plutôt satisfait, même s'il s'avère que j'en ai pas l'usage que j'en attendais. Je vais vous expliquer ça. Alors, 2-3 caractéristiques en passant. Elle est agréable à utiliser parce qu'elle a un grand écran lumineux, réactif,
elle est très costaud, donc avec du matériel électronique comme ça au poignet, ben, on n'a pas peur de l'abîmer ou de se dire que c'est fragile, parce que c'est pas fragile. Et puis, elle a une autonomie qui est conséquente, puisque je la recharge tous les 3 semaines, un mois. Elle peut rester 3 semaines sans être rechargée sans souci. Alors cette montre, du coup, je l'ai adoptée au quotidien, je la porte tout le temps. Donc c'est une montre connectée d'une part et GPS d'autre part. Montre connectée, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ça veut dire que votre montre, elle se connecte à Internet via un smartphone et elle va pouvoir collecter et remonter des infos, telles que la météo ou d'autres choses comme ça. Alors, moi, je craignais au départ, j'en voulais pas, en me disant que j'étais déjà trop connecté à Internet. Et en réalité, je m'aperçois que ça me libère d'une contrainte, à savoir celle de sortir le smartphone en permanence de sa poche dès qu'on a une notification. Parce que bon, je dirige une entreprise, donc je suis un petit peu obligé d'être vigilant et de regarder ce qui se passe, les mails que je reçois ou autre quoi. Et avec la montre, eh bien, en fait, d'un coup d'œil, vous voyez ce qui vient d'arriver, et vous voyez si c'est urgent ou pas, important ou pas. Et comme dans bien des cas, c'est ni urgent ni important, eh bien, vous sortez pas le smartphone de la poche, ça va attendre que ça se traite en temps et en heure, quoi. Voilà, c'était l'usage par rapport aux aspects connectés. Maintenant, sur les aspects de randonnée. Eh bien, en fait, cette montre, elle a un GPS qui va permettre de faire du suivi d'itinéraire. Ceci étant, moi, je l'avais pris à la base pour pouvoir envoyer sur la montre un itinéraire et suivre l'itinéraire sur ma montre, comme on suit une carte routière. Parce que sur toute la partie française, j'ai fait peut-être 800 km en traçant mon propre chemin. C'est-à-dire que je n'étais pas sur des sentiers connus, des sentiers balisés, j'ai tracé ma route sur 800 km. Donc pour ça, j'utilise une application qui s'appelle Komoot. Et eh bien, comme le chemin n'est pas balisé, je passais là encore mon temps avec un smartphone à la main pour suivre la carte et m'assurer que j'étais bien sur le bon chemin, quoi. Et donc cette montre-là, je l'ai pris pour éviter ça. Et de ce point de vue, c'est un échec. Je vous explique. Pour que ça fonctionne, déjà, nativement, sur l'application de cette montre, on ne peut pas lui dire « je veux aller de là à là, trace-moi un itinéraire ». Donc il faut importer une trace GPX qu'on va générer avec un autre logiciel. On l'importe dans l'application de la montre. De là, on l'importe sur la montre elle-même. Et à partir de là, on va pouvoir suivre la trace. C'est pas insurmontable, loin de là, mais c'est pas super facile. La deuxième chose et le principal frein, c'est qu'en fait, il n'y a pas de fond de carte. Si bien qu'effectivement, vous avez une trace GPX, mais qui est matérialisée par un trait de couleur sur un fond noir, sans notion d'échelle. Et donc, moi, personnellement, je trouve que c'est inutilisable de ce point de vue, quoi. Voilà, donc écoutez, j'étais agréablement surpris par le côté montre connectée, un petit peu moins sur tout ce qui concerne la possibilité de suivre un itinéraire. Par contre, j'ai découvert aussi l'agrément de pouvoir avoir le suivi itinéraire, c'est-à-dire que pendant que vous marchez, ou une fois que vous avez terminé, vous dites « hop, j'ai fini de marcher », eh bien, ça va en permanence et vous indiquer les kilomètres parcourus, l'altitude, les dénivelés, etc. Voilà, donc bon, j'ai pris goût à cette montre, je l'apprécie bien aujourd'hui. Ceci étant, si vous cherchez un usage où il faut, où on regarde la montre pour dire « tiens, c'est assez à gauche, c'est à droite » et tout, je la déconseille. Dans le même temps... à l'époque, en tout cas, les montres avec fond de carte étaient très chères, vraiment, enfin très chères, ouais, 500, 600, 700, 800 euros. Celle-ci est arrivée en bousculant un peu ça, parce que c'était une montre GPS, malgré tout. On est sur un budget de l'ordre de 200 euros. On la trouve à 180 sur Amazon, 230 chez Decathlon, donc autour de 200 euros. Pour une montre GPS outdoor, c'est un tarif très très agressif. Alors je crois que depuis, parce que c'était il y a 2 ans ça, le marché des cartes, des montres avec fond de carte s'est démocratisé en quelque sorte et qu'on commence à trouver des modèles autour de 400 euros avec fond de carte. Mais ça ne me fera pas passer le pas, je vais garder celle-là. Voilà. Maintenant qu'on a vu le matériel utilisé pour la randonnée, je vais vous présenter mon matériel vidéo. Un des éléments les plus importants pour la vidéo, c'est certainement la stabilité de l'image. Et si vous allez voir mes premières vidéos sur la chaîne YouTube, vous verrez que c'était vraiment pas terrible. J'utilisais à l'époque un smartphone pour filmer, un Samsung Galaxy A13, donc un téléphone plutôt d'entrée de gamme. Autant aujourd'hui, des téléphones haut de gamme et récents sont vraiment devenus balèzes en stabilisation, autant avec un modèle comme ça, on obtenait vraiment des images très tremblantes. Si bien que je me suis équipé d'un stabilisateur externe. Donc le principe d'un stabilisateur, c'est qu'il y a 3 axes comme ça, 1, 2, 3, avec des moteurs à l'intérieur. On va y accrocher le téléphone et ça va le maintenir stable. Il s'agit du modèle Q4 de la marque Zhiyun. Ça coûte 120 euros.
Et celui-ci, je vais le revendre moitié moins cher sur le Bon Coin, si ça intéresse quelqu'un. Alors le principe, je vais vous le montrer même en pratique. Donc il faut s'arrêter, prendre l'appareil, y installer le téléphone dans les deux pinces qui sont là. Ensuite, on doit démarrer l'appareil, après avoir positionné ça correctement. À partir de là, il va se mettre en marche, les moteurs vont caler le téléphone, voilà, donc là il se met à la verticale, je le mets au format paysage, et à partir de là, vous voyez, je peux l'incliner de droite, de gauche, en avant, en arrière. On a un manche télescopique comme ça, du style un peu bar à selfie, et avec ça, on va pouvoir effectivement faire des vidéos qui sont plus stables. Donc ça remplit son office. Ceci étant, j'ai pas trouvé ça super pratique quand même, pour plusieurs raisons. La première, c'est que à chaque fois que vous voulez faire une vidéo, ça peut pas être à l'impulsion, quoi. Il faut se poser, il faut sortir l'appareil, installer le téléphone. La seconde chose, c'est que c'est malgré tout assez encombrant, un petit peu lourd aussi. Ça pèse 378 plus le trépied, 430 grammes. Voilà, donc c'est un appareil qui est pratique, qui peut être utile quand on n'a pas d'autres équipements pour stabiliser son image. Ceci étant, j'ai tourné la page de tout ça en m'équipant d'une super petite caméra qui s'appelle la DigiPocket 3 et que je vais donc vous présenter tout de suite. Pour réaliser mes vidéos dorénavant, j'utilise sa caméra DigiPocket 3. Vraiment un super appareil pour vlogger en tout cas. Donc c'est une toute petite caméra qui, comme vous pouvez le voir, tient dans la main, tient dans la poche. Ça pèse 180 grammes et ça se démarre vraiment du coup à l'impulsion, quoi. Vous sortez la caméra, vous tournez l'écran, paf, elle démarre. Tout le mécanisme de stabilisation qui est mécanique, il est ici, il vient de se mettre en route. Et après, on commande tout sur le petit écran. Un petit appui ici, bam, la caméra vient de se tourner vers moi. Un autre appui sur mon visage sur l'écran, bam, le fast track est activé. Donc dorénavant, mon visage va rester au centre. Vous voyez, en 2 secondes, je suis prêt à filmer, quoi. Donc c'est vraiment très appréciable. On l'éteint comme ça, tac, voilà. Après, elle a certainement le défaut, entre guillemets, d'être fragile. C'est un petit objet, là il y a de la mécanique, elle n'est pas protégée la mécanique là-haut. Donc si elle est vendue avec cet étui de protection que j'aime pas. Donc vous voyez, l'idée c'est de glisser la caméra là-dedans, mais il n'y a rien qui vient la bloquer. Donc elle est juste coincée comme ça, d'une part. D'autre part, il y a malgré tout des éléments qui ne sont pas protégés. Toute cette face-là, et ce mécanisme-là, si ça tombe, voilà. Donc moi, je ne me sens pas en sécurité avec ça. Compte tenu de son prix et de sa fragilité, je vous recommande un accessoire. C'est le seul que j'ai acheté, mais je le regrette vraiment pas, d'autant que ça coûte 5 balles. C'est ce petit truc en plastique, tout bête, toc, toc, on clipse, et voilà. Et là, je me sens beaucoup plus tranquille quant à la protection de ma caméra, avec ce petit accessoire. À propos des accessoires, eh bien, ce modèle de caméra existe aussi en version dite Creator Combo, c'est-à-dire qu'on a des accessoires qui viennent la compléter. Ici, une batterie externe qui va venir prolonger la durée d'utilisation possible, qui est correcte, hein. Avec la batterie externe, j'ai jamais été à sec, hein, donc on a plusieurs heures, on a la possibilité de filmer plusieurs heures. On a également un petit trépied, donc qui permet de poser la caméra, évidemment. C'est avec ça et comme ça que j'ai filmé l'ensemble de la vidéo, sauf cette partie-là, vu que je suis en train de vous la présenter. Comme accessoire, on a également un micro, un Digimic 2, avec sa petite moumoute. Et voilà, et le tout en termes de poids, si on range le tout, hop, on est autour de 400 grammes, je pense. Je vais vous dire ça tout de suite. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment une caméra qui était très adaptée pour l'usage que j'en ai et mon besoin. Donc elle est d'un certain prix, hein, si bien qu'en fait on me la prête. Et c'est 550 € la caméra toute seule. Et en Creator Combo, donc avec la trousse et ses accessoires, on est sur un budget de 670 € et un poids total de 458 grammes. Vous voyez, le poids total, la trousse, les accessoires, etc. est à peu près équivalent au seul stabilisateur, où là, vous n'avez pas de quoi prendre, il n'y a pas de prise de vue, il n'y a pas de batterie, il n'y a rien, il y a juste le mécanisme de stabilisation. Là, le mécanisme de stabilisation, il est inclus aussi, vous avez tout le reste.
Ça évite d'utiliser son smartphone pour faire des prises de vue, donc évidemment il faut recharger la caméra, mais dans le même temps le smartphone lui il se vide pas. Dernier point, il faut récupérer les images. Donc là il y a différentes solutions. La première elle est filaire, vous mettez un câble USB entre la caméra et votre smartphone. Mais il y a naturellement une application DJ Mimo qui permet de contrôler la caméra, qui permet également de récupérer les photos et de faire pas mal d'autres petites choses. Donc c'est pour moi l'outil idéal par rapport à mon besoin et à l'usage que j'en ai, vraiment aucun reproche à lui faire, si ce n'est éventuellement sa fragilité. Alors pour finir, je vais vous présenter le petit drone dont je me suis équipé récemment, à savoir le DJ Neo. Là encore, je le trouve tout à fait adapté par rapport à mon usage. Le DJ Neo, c'est un petit drone qui ne satisfera pas les passionnés de drone, les passionnés de pilotage ou les gens très exigeants sur la qualité d'image, photo ou vidéo. Par contre, il va satisfaire des gens comme moi qui n'ont pas de compétences particulières dans le pilotage d'un drone, qui souhaitent un produit qui soit à la fois léger, peu encombrant et facile à utiliser. Il est considéré comme un drone selfie. En fait, il est vraiment fait pour suivre les gens pas loin, pour aller pas trop loin, quoi. Alors, ses avantages. Tout d'abord, il est accessible en matière de tarifs, puisque c'est le moins cher des drones de chez DJ, DJ étant, je crois, la référence en matière de drones. Il coûte moins de 200 euros. Ensuite, en termes de poids et d'encombrement, écoutez, il pèse 135 grammes. 135 grammes, et en termes d'encombrement, comme vous pouvez voir, il loge dans la paume de ma main, quoi. Donc on n'a pas peur de le mettre dans le sac à dos, ça c'est chouette. Ensuite, il est intéressant aussi parce qu'on peut l'utiliser sans télécommande, parce que souvent vous avez le drone plus la télécommande, donc ça rajoute du poids, de l'encombrement, de la nécessité de recharger des batteries ou autre. Là, on a il y a 3 façons de fonctionner. Si vous souhaitez l'utiliser avec une radiocommande, vous pouvez. Sinon, on peut le piloter simplement avec l'application du téléphone. Donc, ce que j'ai un petit peu fait, mais ça suppose de s'entraîner en quelque sorte un petit peu, d'apprivoiser le truc, mais c'est tout à fait faisable. Et puis, il y a un troisième mode qui est un mode totalement autonome, où en fait, on a 6 modes préprogrammés. Et donc, on va choisir le mode qui nous intéresse. On le tient dans la main, on appuie sur un bouton, il vous fait le mode que vous venez de lui demander, il revient, vous tendez la main et il retombe dans votre main. Voilà, donc c'est d'une simplicité d'utilisation bluffante, pas encombrant, donc pas de frein à l'emmener. Voilà, après, pour ce qui est de l'intérêt d'avoir un drone, il est réel, mais malgré tout un petit peu limité, j'en attends pas des miracles. Il y a plusieurs éléments à ça. Petit 1, c'est bruyant. En pleine nature, j'aime pas trop perturber le calme de la nature. D'une part, s'il y a du monde, ça peut être gênant pour les gens. Un bruit, c'est une pollution de l'environnement finalement. Et donc, on se retient de l'utiliser pour ça. D'autre part, après, il y a tous les aspects légaux, parce que même si on est sur des drones inférieurs à 250 grammes, il y a tout un tas de zones, en particulier en France, où c'est simplement interdit, quel que soit le type de drone. Donc si on se soucie de la législation, on est quand même un peu limité. Si on se soucie des voisins, on l'est à nouveau. Ensuite, il faut qu'il y ait quelque chose d'intéressant à filmer. Donc voilà, c'est pour ça que, vous voyez, sur mon dernier chapitre de marche, je l'avais avec moi, j'ai dû faire 2 fois des images de drone et les publier Non, 2 fois, ouais. J'ai dû faire 3 fois des images et 2 fois les mettre dans mes vidéos. Donc il n'y aura aucun côté systématique à l'utilisation du drone. Par contre, si on regarde la dernière que j'ai faite, eh bien effectivement, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que, bon, même si on voit bien que je ne sais pas piloter un drone, ça, il y a des temps, des longueurs et tout. Ceci étant, j'étais sur un lieu de bivouac qui était assez sympa. Et je trouve que la vue en drone permet d'avoir la pleine compréhension de l'environnement dans lequel se trouve mon bivouac. Voilà, donc il y a des cas de figure où je pense que ce serait intéressant d'utiliser, d'autres moins. Dans tous les cas, c'est ludique, je ne vous le cache pas. Et puis, on n'a pas de frein d'encombrement ou de poids. À 130 grammes, c'est tout à fait acceptable dans un sac à dos. Voilà, le DJ Neo. Petite précision concernant DJ, puisque ma caméra c'est une DJ, ce drone c'est du DJ. Précédemment, j'avais acheté un stabilisateur chez eux. Eh bien, il faut s'assurer que votre téléphone est compatible avec les applications qui vont permettre de faire tourner ces appareils. Parce que ces appareils, que ce soit la caméra ou le drone, ils ne fonctionnent pas sans l'application. Et puis en plus, elles sont utiles, ces applications-là. Or, on ne les trouve pas sur le Google Store. Si vous avez un iPhone, il n'y a pas de problème. Si vous avez un Android,
Méfiez-vous parce que certains modèles n'acceptent pas l'application, que de toute façon on ne trouve pas sur le store, donc il faut aller trouver des fichiers APK à télécharger, les installer, il y a un petit peu de bidouille. Et une fois que vous avez fait ça, vous découvrez si l'application est compatible avec votre téléphone ou pas. Donc il peut être désagréable d'acheter des produits qui pour certains sont assez chers, pour s'apercevoir qu'on ne peut pas les utiliser sans changer de téléphone. C'est pour ça que je me permets de vous faire cette petite précision, ce petit avertissement pour éviter des déceptions. Voilà, bah écoutez, j'en ai fini avec la présentation de mon matériel électronique. Comme je l'ai dit en introduction, je vais faire une autre vidéo sur l'utilisation, cette fois-ci, des applications. J'en utilise 16 en randonnée, 8 pour la randonnée pure et 8 par rapport au montage, du fait notamment que je blogue et que je vlog en direct, que je publie depuis sous ma tente. Donc je vous montrerai les applications que j'utilise, aussi bien pour me guider, pour randonner, que pour faire de la vidéo et les publier. Voilà. Pour finir, bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Au plaisir de vous retrouver. Ciao!